Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette première partie dédiée au cours d'introduction au droit. Ici, on va parler de pourquoi étudier le droit, comment définir le droit, la réalité sociale et sa représentation juridique, et enfin, la cohérence du système juridique belge. On va tout de suite commencer avec le premier point, pourquoi étudier le droit. La Belgique est un état de droit. Le droit organise la façon dont le pouvoir belge est exercé. Il est la réponse privilégiée aux problèmes politiques. Le juge est l'interlocuteur mobilisé en cas de conflit social. Et enfin, le droit est un langage compliqué. Pour comprendre la façon dont le droit belge organise la façon dont le pouvoir est exercé, on peut prendre comme exemple le réchauffement climatique, qui est une problématique prioritaire. L'organisation fédérale impacte la façon dont la Belgique lutte contre le réchauffement climatique. Une série de compétences, par exemple l'énergie, le transport, etc., qui appartiennent à des autorités différentes, sont nécessaires. Pour comprendre comment s'organise la lutte, il faut comprendre comment le système fédéral belge organise la répartition des compétences concernées par cet objectif de politique publique. Le droit est la réponse privilégiée aux problèmes politiques. En effet, il facilite l'objectif, l'adoption d'une loi climat pour renforcer la coopération entre les entités belges dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une loi qui n'a pas réellement été adoptée, mais ça montre que lorsqu'un problème politique est rencontré, on adopte de nouvelles lois pour y faire face. La société belge est une société juridicisée. Le droit est donc partout. Importance du droit dans l'organisation de notre société. Le registre juridique est privilégié pour réfléchir aux solutions nécessaires par rapport aux problèmes auxquels on fait face quotidiennement. Le juge est l'interlocuteur mobilisé en cas de conflit social. Un conflit social, ce sont les litiges privés, mais aussi les problèmes politiques plus collectifs qui peuvent connaître une solution dans le cadre d'un procès ou d'une action politique. Reprenons l'exemple du réchauffement climatique. Des citoyens et organisations ont saisi un tribunal pour condamner l'État belge et obtenir une décision de justice qui obligerait l'État à renforcer les mesures prises. C'est ce qu'on a appelé l'affaire climat. La société belge est une société judiciarisée. Le juge est partout. On fait appel au pouvoir judiciaire pour traiter les litiges collectifs. Et enfin, le droit est un langage compliqué. Le droit est une langue dans la langue. Il repose sur le langage courant, mais il en donne d'autres significations dans le contexte juridique. Ok, maintenant on va se demander comment définir le droit. Nous parlons facilement du droit, mais qu'est-ce que le droit? Nous le savons et nous ne le savons pas. Nous avons une idée intuitive de ce qu'est le droit, mais ce n'est pas si simple. On confond souvent le droit avec la justice, etc. Le droit, c'est à la fois une discipline qui s'étudie et l'objet de la discipline, c'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques étudiées. Il y a énormément de définitions du droit, et on peut voir ça dans le numéro spécial de la revue Droit en 1989-1990, qui interroge environ 50 personnes qui sont spécialistes du droit sur cette définition, et chacun en apporte une différente. Voici quelques exemples qui peuvent être contradictoires. Selon Paul Amselec, c'est une technique de direction publique des conduites humaines. Selon Bernard Edelman, c'est un système qui a pour charge de garder l'homme contre ses propres folies. Selon Helmut Wilke, c'est un codage de la puissance publique légitime. Selon André Lalande, c'est l'ensemble des droits qui régissent les rapports des hommes entre eux. Selon Michel Alliot, c'est la lutte et le consensus sur les résultats de la lutte dans les domaines qu'une société tient pour vitaux, c'est-à-dire nature de lutte. Pour Hans Kelsen, c'est l'ordre social basé sur la contrainte. Et enfin, pour Paul Roubier, c'est l'ordonnancement dans le sens d'un idéal de justice, de situations qui répondent aux besoins, d'ailleurs variables selon le temps et les lieux, des relations humaines, c'est-à-dire la dimension d'ordre. Le droit est le langage de l'exercice du pouvoir. Ça, c'est la première définition. Cela signifie que le pouvoir est en marche. Il se manifeste dans la production juridique. Le droit est un discours désigné comme juridique par le pouvoir politique.
C'est le pouvoir politique qui décide qu'un certain type de discours devient un discours juridique et devient obligatoire pour la population. Relation intime entre le pouvoir juridique et le pouvoir politique. L'un conditionne l'autre. Le droit est une idéologie. Ça, c'est la deuxième définition. C'est un terme qui est souvent connoté péjorativement, mais en voici une définition neutre. L'idéologie est un système, possédant sa logique et sa rigueur propre, de représentation, images, mythes, idées ou concepts, doué d'une existence et d'un rôle historique au sein d'une société donnée, selon Louis Althusser. C'est une grille de lecture qui fournit une compréhension et une explication complète du monde et de la société. Le droit peut faire cela. On peut voir le monde à travers le prisme du droit. Il produit des effets dans la société, freine ou accélère certains changements sociaux. Le juridique est caractérisé par deux parties. Le droit est un système de représentation qui joue un rôle historique. L'idée de système implique trois qualités nécessaires pour prouver que le droit est un système. La cohérence, car il classe et organise le monde social entre sujets et objets de droit, et il repose sur plusieurs sources hiérarchisées. La complétude, car il a réponse à tout, peu importe le problème qui se pose à lui, et il fournit l'acteur qui donnera la solution au problème. Et enfin la fermeture, car il permet de distinguer ce qui en fait partie du registre juridique de ce qui n'en fait pas. Repose sur des techniques ou méthodes pour les distinguer. L'idée de représentation implique un décalage avec la réalité sociale et empirique. Le droit repose sur des conceptions anthropologiques, économiques et politiques sous-jacentes qu'il reproduit et justifie. Le droit n'est donc pas un instrument neutre. Par exemple, l'inégalité entre les sexes a été reproduite et justifiée par les règles de droit. La logique de cette production repose sur les doctrines juridiques, soit une certaine conception des rapports entre le droit et la société, des fonctions du juge. Ces doctrines juridiques ont un impact sur l'évolution sociale et l'exercice du pouvoir en autorisant ou interdisant certains raisonnements et décisions juridiques. Le droit est donc un système de représentation. Le droit est une lecture de la réalité sociale où tout fait objet d'une traduction juridique. Par exemple, vous achetez un sandwich au CAF-CAF de l'ULB. Vous réalisez alors un contrat de vente. C'est un contrat oral où il y a échange de propriété. Les articles 1582-1701 du Code civil, la loi qui organise les relations entre individus, selon l'article 1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Vous établissez une relation juridique envers une personne, c'est-à-dire un droit personnel. Un vendeur et un acheteur. Vous avez un droit personnel contre le vendeur, mais le vendeur n'agit pas en son nom. C'est une relation réciproque. En langage juridique, on dirait plutôt un créancier et un débiteur. Le vendeur doit livrer le bien vendu, débiteur, il a une dette. Le vendeur doit recevoir le prix du bien, créancier. L'acheteur doit payer le prix du bien, débiteur. Et l'acheteur doit recevoir le bien acheté, créancier. Une fois la vente réalisée, vous êtes propriétaire. Article 516-2281 du Code civil, article 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Vous établissez une relation juridique entre vous et le bien, un droit réel. Si vous avez un droit réel sur un sandwich après l'avoir acheté, vous pouvez en faire ce que vous voulez, sauf si c'est interdit. Il y a des limites. Par exemple, l'empoisonner pour après tuer quelqu'un. Le système juridique belge est cohérent. C'est une de ses trois caractéristiques. Cela montre que le droit organise le monde réel pour qu'il ne soit pas incohérent quand il est traduit dans le langage juridique. On va faire ici la distinction entre objet de droit et sujet de droit. Reprenons l'exemple du sandwich. Il y a ici deux sujets de droit, vous et le vendeur, et un objet de droit, le sandwich. La personnalité juridique. Seuls les sujets de droit sont titulaires de droits et d'obligations juridiques.
c'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. Par exemple, le droit à recevoir le sandwich et l'obligation de le payer. C'est possible car le vendeur a une personnalité juridique. Mais tous les sujets de droit n'ont pas la capacité juridique de jouir et d'exercer eux-mêmes de leurs droits et obligations. C'est ce qu'on appelle une personne juridique incapable. D'autres personnes les exercent alors à leur place. C'est ce qu'on appelle un système de tutelle. Par exemple, les mineurs n'ont pas une capacité juridique complète, mais ils conservent quand même leur personnalité juridique. On distingue parmi les sujets de droit les personnes publiques, ce qui renvoie à l'État et ses subdivisions. Toutes les personnes morales dites de droit public, ce ne sont pas des personnes physiques. Par exemple, une commune, une province, ça, ce sont des personnes morales de droit public, car elles renvoient à l'exercice de la puissance. On a ensuite les personnes privées, qui renvoient aux individus et aux groupes. On en distingue deux, les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains, et les personnes morales, dites de droit privé, les collectifs, les sociétés, etc. Les objets de droit. Penchons-nous sur le droit animal. Les animaux sont des objets de droit selon le Code civil. Dans le titre 1, qui concerne les personnes, il n'y a rien sur les animaux. Mais dans le titre 2, des biens, il y a une distinction entre immeubles et meubles selon leur possibilité de se déplacer seuls ou non. Par exemple, le bétail est un bien immeuble à la ferme, mais les poissons et les oiseaux sont des biens meubles. Article 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre aux fermiers ou aux métayers pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'ils donnent à cheptel à d'autres qu'aux fermiers ou métayers sont meubles. Article 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture, les pigeons des colombiers, les lapins des Garennes, les poissons des étangs, etc. Article 528. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Mais les choses peuvent évoluer, et il est possible de distinguer les animaux de leur statut de biens meubles ou immeubles et qu'ils disposent eux-mêmes de leurs droits. Article 1. Un singe peut-il se voir reconnaître des droits d'auteur? Article 2. La montagne Taranaki dispose-t-elle de droits? Personnalité juridique octroyée à un élément naturel. Une proposition de réforme du Code civil en vue de définir l'animal comme un être sensible est actuellement en débat au sein de la Chambre des représentants. Création d'une catégorie juridique particulière entre le sujet et l'objet consacré aux animaux qui les reconnaît en tant qu'êtres vivants. Article 511/1. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, aptes à ressentir de la douleur et des émotions. Selon le Code wallon du bien-être animal, les animaux sont effectivement des êtres sensibles. Dans d'autres territoires belges, des éléments nouveaux nuancent le statut d'objet de droit des animaux. Depuis la 6e réforme en 2014 de l'État, la question du bien-être animal, modalités d'abattage, les animaux domestiques, les animaux utilisés en sciences, etc., a été régionalisée. Le 3 octobre 2018, le Parlement wallon a adopté un décret qui contient le Code wallon du bien-être animal. Le code, est un décret, une norme législative. L'article 1er de ce code définit l'animal comme un être sensible. Est-il pour autant un sujet de droit? Non, car il n'a pas la personnalité juridique. Il ne peut pas aller lui-même en justice, mais il peut jouir d'une fraction de ses droits grâce aux réformes. Article D. 1er. L'animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature. Le présent code vise à protéger la sensibilité et à assurer le bien-être de l'animal. Article D. 23. Il est interdit d'organiser des combats d'animaux ou des exercices de tir sur des animaux, d'y participer avec ces animaux ou en tant que spectateur,
d'y prêter son concours d'une manière quelconque, ou d'organiser ou de participer à des paris sur leurs résultats. Article D58, paragraphe 1er. Tout abattoir dispose d'une installation de vidéosurveillance destinée à contrôler le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le cas échéant, à constater des infractions. Article D71, paragraphe 1er. Il est institué un comité wallon pour la protection des animaux d'expérience, ci-après le comité. Parlons maintenant des personnes privées. Principe préalable, les sujets de droit belge ne se limitent pas aux personnes de nationalité belge, c'est-à-dire que toute personne physique présente sur le territoire est un sujet de droit. Article 191 de la Constitution. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Article 11 du Code civil. L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi. L'étranger, autorisé à s'établir dans le royaume et inscrit au registre de la population, jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique. Mais certains types de droits sont réservés aux personnes de nationalité belge. Par exemple, certains droits politiques, notamment celui prévu par l'article 64 de la Constitution. Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut être belge. On distingue deux catégories de personnes privées, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont les êtres humains isolés, c'est-à-dire les individus. Ils ont une personnalité juridique égale pour tous de la naissance à la mort. En fonction des circonstances fixées par la loi, âge, capacité mentale, etc., la capacité juridique est entière, réduite ou nulle et donc exercée par quelqu'un d'autre. Les personnes morales, quant à elles, sont des groupements de personnes auxquelles la loi attribue la personnalité juridique en vue de disposer d'un patrimoine propre et d'exercer une activité autonome par rapport à ses membres, par exemple une ASBL ou une entreprise. La loi y attribue une personnalité juridique différente de celle des membres qui la composent. L'entité a un patrimoine propre, ressources, dettes, créances, etc., distinct du patrimoine des membres. Elle permet à la personne morale d'exercer une activité singulière et autonome différente de celle que poursuivent les membres. Les personnes morales répondent à plusieurs principes. Principe de l'égalité, la diversité des formes uniquement prévues par la loi, société anonyme, ASBL, etc. Par exemple, si on a des buts lucratifs, on crée une société anonyme et pas une ASBL. Principe de séparation, la séparation des patrimoines, on protège celui des personnes qui créent la personne morale. Principe de spécialité, une personnalité et une capacité juridique restreinte à l'objet social, la mission qui lui est fixée de la personne. Et principe de représentation. La personne morale n'agit que par l'entremise de ses organes, CA, AG, CEO, etc., prévus par la loi, et l'acte constitutif de la personne, c'est-à-dire les statuts. Il pose des actes juridiques au nom de cette personne morale. La situation juridique des personnes privées. Les personnes privées sont soumises à l'ordre juridique qui les reconnaît dans cette personnalité, et elles sont titulaires de droits directement évaluables en argent, patrimoniaux, ou non évaluables en argent, extra-patrimoniaux. Cela dépend de ses activités quotidiennes. Principe général, toute personne a un seul patrimoine. Les droits patrimoniaux sont constitués de deux aspects, les droits réels et les droits personnels. Les droits réels sont constitués, eux, de biens matériels meubles, télé, ordinateur ou immeuble, l'immeuble dont il est le propriétaire, par exemple, et de biens immatériels, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc. Les droits personnels, quant à eux, sont composés de la créance, recevoir son salaire, et de la dette, emprunt hypothécaire, ainsi que le droit de faire, par exemple travailler à l'ULB, ou de ne pas faire, par exemple ne pas rester au lit toute la journée.
Les droits extra-patrimoniaux, eux, sont les droits humains ou droits de la personne qui n'ont pas de prix et qui ne sont pas évaluables en argent. Pourquoi éviter de dire droits de l'homme ? Car historiquement, elles ne visent que les êtres de sexe masculin, c'est une expression ancienne, donc pour éviter les ambiguïtés, on dit droits humains. Caractéristiques des droits humains. Constitutionnels, ils sont fixés par la Constitution belge et largement internationalisés, conventions, traités, etc. Ce sont des textes juridiques très importants et ils sont valables pour toutes les personnes privées, morales et physiques. Ils ne sont pas tous pertinents. Par exemple, une entreprise, personne morale de droit privé, ne doit pas être protégée contre la torture. Mais ça aurait du sens qu'elle ait le droit d'aller en justice et d'être défendue. Donc, certains sont applicables et d'autres non. Ils sont garantis, directement ou indirectement, par l'État. C'est un effet vertical et horizontal entre individus qui ont un même statut juridique. L'État ne doit pas y porter atteinte, mais aussi faire en sorte qu'entre nous, entre personnes privées, on respecte les droits de chacun. Il punit si ce n'est pas appliqué. Et enfin, ils ne sont jamais absolus. Il y a l'existence d'exceptions prévues par un texte nécessitant une interprétation judiciaire. Il y a donc des limites. Droits humains, vie privée et dignité humaine. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit à la vie privée et familiale. Il faut que le motif de l'ingérence soit justifié et proportionnel. Droits civils et politiques de première génération, par exemple vie privée, vote, etc. On attend de l'État qu'il ne porte pas atteinte à ses droits. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Article 23 de la Constitution belge. Droit à la dignité. Les droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, le droit au travail, au logement décent, à la sécurité sociale, etc. On attend de l'État qu'il mette en place des systèmes pour apporter ces droits aux individus, qui ont aussi des limites. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment 1. Le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitable, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective. 2. Le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique. 3. Le droit à un logement décent. 4. Le droit à la protection d'un environnement sain. 5. Le droit à l'épanouissement culturel et social. Et 6. Le droit aux prestations familiales. Maintenant, je vais vous présenter une synthèse des personnes privées et des personnes publiques. Le premier élément de cohérence du système juridique repose sur la distinction entre sujet et objet de droit, des éléments du monde réel. Seuls les sujets de droit ont une personnalité juridique, droits et obligations, et peuvent prétendre à bénéficier d'une capacité juridique, mais ils ne sont pas toujours en mesure de l'exercer, par exemple les enfants. Les sujets de droit sont titulaires de droits patrimoniaux et de droits extra-patrimoniaux. Parmi les sujets, on distingue les personnes publiques des personnes privées. Les personnes privées pouvant être des individus ou des collectifs, c'est-à-dire des personnes morales de droit privé, et les personnes morales doivent répondre à certains principes: l'égalité, séparation patrimoniale, spécialité et représentation. Les personnes morales de droit public
recouvre les entités de l'État belge qui disposent de la personnalité juridique. Territoire et organes, certains disposent de la personnalité juridique et d'autres non. Des extensions opérationnelles de l'autorité qu'ils représentent et qui a la personnalité juridique. Par exemple, l'État belge, les régions, les communes, etc. ont une personnalité juridique. Mais le ministère de la Justice, l'armée belge, le service urbanisme de la commune d'Ixelles, etc. sont des autorités déconcentrées et n'ont donc pas de personnalité juridique distincte. À tout ça, on va ajouter les personnes morales hybrides. Elles relèvent à la fois du droit privé, une forme juridique privée ou mixte, et du droit public, réalisant des services publics. La réalisation, par des structures privées, par exemple des ASBL, de services publics largement subventionnés par l'État ou une entité fédérée, communauté ou région. On peut par exemple dire l'enseignement libre, donc l'ULB, ou l'aide à la jeunesse, le service droit des jeunes. Formellement, ce sont des personnes juridiques de droit privé, mais elles réalisent un service public dans leur activité quotidienne. Par exemple, le cas des sociétés anonymes de droit public. Elles sont différentes de Coca-Cola, Volkswagen, etc., qui sont simplement des sociétés anonymes. La SNCB. La loi fédérale du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fixe le régime de la SNCB, identifie ses missions de service public et renvoie à un contrat de gestion qui précise ses missions et leur mode de financement, notamment par l'État. C'est une société anonyme, car elle agit comme un opérateur privé. Certaines activités plus commerciales ne relèvent pas des services publics. La RTBF. Le décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant sur le statut de la radio-télévision belge de la Communauté française fixe le régime de la RTBF, identifie ses missions de service public et renvoie à un contrat de gestion qui précise ses missions et leur mode de financement, notamment par la Communauté française. Mais au-delà de ça, elle agit comme un parmi d'autres opérateurs audiovisuels. Extrait du décret du 14 juillet 1997 portant sur le statut de la RTBF. Chapitre 1. Création, mission de service public. Article 1. Il est institué, sous la dénomination Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé RTBF, une entreprise publique autonome à caractère culturel de la communauté française dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après entreprise. L'entreprise a pour objet social l'exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Article 2. L'entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique. Article 3. Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre publique, notamment à l'ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l'entreprise correspondant à sa mission de service public. L'entreprise, en arrêtant son offre de programme, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse, et sans ségrégation sociale. Ces émissions tentent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en communauté française, etc. Afin de déterminer les modalités d'exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la communauté française un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune de ses parties. C'est donc fini pour cette première capsule concernant le cours d'introduction au droit. Moi, je vous donne rendez-vous dans la deuxième capsule. À tout de suite!